Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art tous les vendredis dans Smart Patrimoine, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va faire un petit panorama des actualités du monde de l'art cette semaine et on commence avec un guide pour les bourses et les prix. Exactement, donc je ne commence pas avec une œuvre d'art, mais un conseil de lecture. C'est le Centre national des arts plastiques, le CNAP, qui a publié un guide pratique intitulé 225 bourses et prix pour les artistes et les auteurs des arts plastiques. En fait, ce guide a pour destination d'aider les professionnels de l'art à se repérer dans toutes les différentes formes de valorisation et d'aide pour la création qui est vraiment foisonnante depuis les 10 dernières années. Eux-mêmes l'analyse, il y a une forte émergence d'acteurs privés depuis 10 ans, en plus d'un soutien public qui est quand même majoritaire. Et puis ils analysent aussi les différents prix et bourses. Pour eux, l'attention est particulièrement portée pour soutenir la parité et la diversité, mais aussi les spécificités des territoires, donc tout ce qui est scène locale. Et puis dans ce petit guide, il y a aussi une interview de plusieurs structures d'accompagnement qui détaillent donc comment ils font pour soutenir l'action des artistes. Tout cela est publié et puis vous pouvez aussi retrouver une version en ligne en ce moment même. Deuxième actualité de cette semaine, Sybille, on continue un feuilleton qu'on avait commencé ensemble la semaine dernière. Vous nous aviez parlé d'un scandale de trafic d'antiquités qui impliquait le Louvre. Et alors, quelle est l'avancée qu'on peut en tirer cette semaine, Sybille ? Oui, alors le ministère de la Culture s'est exprimé. Plusieurs communiqués ont été publiés, notamment un qui indique que dans l'attente d'une clarification de sa situation juridique, le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et le ministère de la Culture ont décidé de la mise en retrait à titre conservatoire de M. Jean-Luc Martinez, donc l'ancien directeur du Louvre, qui aujourd'hui occupé le poste d'ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. Donc le ministère de la Culture s'est exprimé. Il y a d'autres choses également à retenir sur ce feuilleton. Moi, je vais appeler ça un feuilleton. On va voir si on en parle toutes les semaines ou non. La ministre Rima Abdul-Malak a aussi mis en place une mission pour faire le point sur les procédures applicables en la matière. Donc déjà, elle précise que le Louvre à Abu Dhabi ne sera en aucun cas remis en question avec cette affaire en cours. Mais elle remarque qu'il y a une menace de plus en plus complexe, sophistiquée pour déjouer la provenance de biens culturels. Et donc une mission est mise en place pour faire le point sur le cadre juridique, les procédures d'acquisition et aussi leur mise en œuvre, que ce soit à l'époque des faits et aujourd'hui. Donc 3 personnes ont été nommées et elles doivent rendre leurs recommandations d'ici cet été. Alors ce qui est amusant dans ces actualités du monde de l'art, semaine après semaine, c'est qu'on parle autant d'art que de juridique finalement. Et là encore, on va parler de juridique puisqu'une bataille juridique prend fin autour des œuvres, enfin en tout cas de certaines œuvres d'Egon Schiele. Exactement. Sybille. Alors c'est 7 ans de bataille juridique qui prennent fin autour de 2 œuvres de ce peintre autrichien. Ces œuvres-là ont été spoliées par les nazis, donc 2 aquarelles, femmes cachant son visage et femmes au tablier noir. C'est le New York Post qui raconte cette histoire. Donc 2 héritiers de ces œuvres qui sont donc désormais les propriétaires. Alors ils s'appellent Timothy Reif et David Frenkel. Ils ont poursuivi un marchand londonien qui s'intitule Richard Nagy en 2015 pour récupérer les peintures. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le litige entre les héritiers et le marchand ? Ils ont fait valoir que leur ancêtre était une victime autrichienne de l'Holocauste, alors qu'il s'appelle Fritz Grünbaum. Et Fritz Grünbaum a été contraint de remettre les œuvres et d'ailleurs tout le reste de sa collection qui valait à peu près 5 millions de dollars aux nazis. Grünbaum était un artiste de cabaret juif et qui est décédé ensuite en camp de concentration. Ses héritiers ont porté plainte parce que les œuvres de Schiele ont été retrouvées entre les mains de ce marchand des années plus tard et puis surtout elles étaient mises en vente. Et donc un juge de Manhattan a donné raison aux héritiers en 2018. Mais voilà, il y a eu le marchand a fait appel et finalement c'est la Cour d'appel de New York qui a rejeté la candidature du marchand la semaine dernière, mettant fin à toute cette histoire. Les œuvres pourront donc être vendues et ce sera fait au marteau de Christie's en automne prochain. Et les œuvres sont tout de même estimées, alors combinées, à 3,4 millions de dollars.
on comprend effectivement qu'il y ait effectivement quelques batailles juridiques. Voilà, donc un feuilleton qui se termine, d'autres qui sont toujours en cours et qu'on pourra suivre ensemble les prochaines semaines. Merci beaucoup, Sybille Aoudjan, pour ces actualités. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble donc, sur le plateau de Smart Patrimoine Edwige Grenier. Bonjour Edwige Grenier. Bonjour. Vous êtes responsable mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schweller et on va essayer de comprendre ensemble alors, comment les artistes peuvent s'intégrer dans le marché de l'art? Alors, dit comme ça peut paraître effectivement un petit peu absurde, puisque les artistes sont partie intégrante du marché de l'art, mais c'est le mot marché qui nous intéressait, et notamment parce que la Fondation Bettencourt-Schweller a créé une formation pour aider finalement les artistes à se mettre en avant, pour vendre, j'imagine, leurs œuvres, mais surtout à exister vis-à-vis de ceux qui peuvent être intéressés par leurs œuvres. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de créer une formation, d'aller au-delà finalement de ce qu'on peut attendre d'un artiste, à savoir créer, mais se mettre en avant sur les réseaux sociaux, réfléchir à potentiellement la valorisation de leurs biens? Pourquoi est-ce que c'était important de les accompagner là-dessus? Alors, nous, la Fondation Bettencourt aide les artisans d'art, plus que les artistes. Ceci dit, la démarche pourrait être la même. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le petit guide que vous avez mentionné est très très bien et le prix de la Fondation est dedans. Mais c'est très utile comme outil pour les artistes et artisans d'art. Donc, en fait, le secteur des métiers d'art représente 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont à peu près 8 milliards à l'export. Dans le contexte de la crise sanitaire, ils ont eu beaucoup de mal à rencontrer leurs clients puisqu'il n'y avait plus de marché, de salon, comme vous le savez. Là, il y a le salon Révélation en ce moment qui vient d'ouvrir avant-hier, mais qui n'a pas eu lieu depuis 3 ans. Donc, les artisans d'art ne pouvaient plus rencontrer leurs clients. Parce que ça passait forcément par des salons ou des rencontres physiques avant effectivement cette période de pandémie. Oui, essentiellement. Notamment pour l'artisanat d'art, qui est quand même un art qu'on a essentiellement, ou pour l'art par les galeries, mais donc essentiellement quand même par les salons ou les marchés. Et parallèlement, pendant les différents confinements, la vente en ligne s'est considérablement développée. Oui. Donc, nous, on s'est dit, on va aider les artisans d'art à aller rencontrer leurs clients via les outils numériques, les réseaux sociaux et la vente en ligne, puisque finalement, c'est un outil qui s'est extrêmement développé et qui est utilisable par tout le monde et qui est même un outil pour l'artiste ou l'artisan d'art qui n'existait pas avant et qui lui permet maintenant d'aller attraper un client de façon beaucoup plus facile. Donc effectivement, nous, Fondation, on s'est dit, tiens, on va aller voir des professionnels de ce domaine-là et on va construire avec eux une formation dédiée aux artisans d'art. Et juste avant de détailler vraiment ce qui constitue la formation, qu'est-ce que ça veut dire en fait intégrer le marché de l'art, rencontrer le marché de l'art pour un artiste? Là, c'est directement attraper son client. C'est juste une relation via les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, et pour certains, pouvoir créer leur site internet ou un compte Shopify et donc se mettre à vendre en direct. Donc se professionnaliser quelque part, parce qu'en fait, ils se transforment en marchands. C'est un peu l'idée de la formation, ou en tout cas, ça répond aux besoins qu'ils ont de se transformer en marchands. Marchands, comme je le disais, ils vont peut-être pas tous vendre en direct. En tout cas, c'est se transformer effectivement en communicant. D'accord. Ouais. Et ça, c'est intéressant comme démarche parce que l'artisan ou l'artiste peut se dire mais communiquer, c'est un mauvais mot, ils ont des freins par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est indispensable pour un créateur finalement de savoir communiquer, de savoir vendre un peu, de savoir compter, de savoir... Enfin, on peut plus simplement créer, on doit être un peu multitâche. C'est pour ça d'ailleurs que indépendamment, nous, de la formation qu'on a mis en place dans ce domaine-là, les écoles spécialisées ou les écoles artistiques créent aussi des formations beaucoup plus transversales. C'est indispensable aujourd'hui. Donc, il faut quand même que l'artiste ou l'artisan ait une casquette qui lui permette de lui-même savoir gérer d'une certaine manière sa carrière ou sa progression d'artiste. Oui. Et de toute façon, la nouvelle génération d'artisans, elle connaît déjà ça, elle connaît déjà ces outils. Elle est née avec et elle a bien compris que c'était indispensable. Quand on voit que, comme je vous le disais, quasiment 50% du marché des artisans d'art, il est à l'export.
évidemment, les réseaux sociaux, ça me paraît indispensable comme outil pour aller attraper un client en Amérique du Nord ou en Asie. Donc alors du coup, est-ce qu'on va revenir sur la base, Le détail de la formation. le détail de la formation, est-ce que vous venez nous expliquer ce que vous apportez comme connaissances? Alors, Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'on y on y apprend. Déjà, avant de vous dire ce qu'on y apprend, on a vraiment pris le temps avec le prestataire qu'on a identifié de construire une formation sur mesure. Parce que là, on était avec quelqu'un qui connaissait les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et les formations. Parce qu'elle est en ligne, cette formation, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Mais qui ne connaissait pas le milieu de l'artisanat d'art. Donc nous, on a construit avec ce prestataire pendant 4 mois une formation sur mesure, aussi avec l'aide d'artisans, en interrogeant, en fait. Voilà, en interrogeant, en voulant savoir vraiment de quoi ils avaient besoin. Donc nous, on s'est appuyé sur nous, Fondation Bettencourt, on s'est appuyé sur notre réseau d'artisans qui sont prioritairement les lauréats de notre prix pour l'intelligence de la main au départ, puisqu'on avait quand même une centaine d'artisans sous la main. Bien sûr. Et donc on a pris 4 mois à construire cette formation et ensuite on a commencé. La formation s'est tenue là de janvier à mai. Donc effectivement, c'était une formation en ligne avec des webinaires, du coaching, une plateforme de replay pour former donc les artisans d'art à Instagram, à Facebook, à LinkedIn, à Shopify, à comment écrire une newsletter, comment gérer un CRM, voilà, vraiment comment disposer de tous les outils pour pouvoir communiquer et éventuellement vendre. Voire même faire du marketing, puisque newsletter, CRM, c'est des outils marketing. Exactement. Oui. Et c'est là où c'était pas forcément évident, parce que comme je disais, les artisans d'art pouvaient avoir un frein, et on pense que communiquer, c'est un mot, un gros mot, entre guillemets, pour l'art. Alors que finalement, il n'y a pas plus instagrammable qu'une photo d'atelier d'artisans d'art, et qu'il fallait un peu leur apprendre qu'ils peuvent être une marque et se considérer comme une marque, et que c'est plutôt même valorisant pour eux de se considérer comme ça. Et donc là, la formation s'est terminée. Mais maintenant, nous, l'idée, c'est de mesurer un peu l'impact de cette formation auprès d'eux. Combien de personnes actuellement qui ont suivi cette formation? Là, il y en a à peu près 75, plus tous ceux qui ont été... 75 qui avaient tous gagné le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Voilà. D'accord. Plus tous ceux qui ont pu aussi accéder à la plateforme en ligne sans forcément suivre les webinaires. Et donc, ce qui nous importe aujourd'hui, ce qui nous importait, c'était qu'on leur donne les clés, mais après qu'ils soient autonomes. Oui. Donc là, on va suivre encore un peu pour vérifier justement qu'ils sont bien autonomes. Et c'était tout un travail de formation finalement des artisans, mais aussi de formation du prestataire qui a construit cette formation. Et là, tout au long des mois qui se sont passés, on a réajusté, on a rajouté des podcasts qu'on n'avait pas prévus. Enfin voilà, on a vraiment essayé de faire du sur-mesure pour, au final, avoir une formation après clé en main qu'on pourrait éventuellement diffuser et dupliquer plus largement. Auprès d'artisans, mais aussi d'artistes, ou c'est pas prévu? Là, c'est vraiment artisanat d'art. En fait, écoutez, on est en train d'y réfléchir, parce que vous voyez, l'autre domaine d'action de la Fondation, c'est le chant choral. Et en fait, on se dit que cette formation, elle pourrait être utilisée par les chœurs professionnels. Enfin, on n'en est qu'au début, mais a priori, oui, c'est utilisable par beaucoup de créateurs, quels qu'ils soient. Après, il faut adapter quelques données, mais à la marge. Et après, vous avez déjà un premier bilan de cette promotion. Est-ce que vous en avez tiré certaines conclusions? Est-ce que vous avez suivi certains profils qui vraiment... il y a un avant-après il y a un avant et un après. Il y a des artisans d'art qui n'étaient sur aucun réseau social et qui sont devenus des pros de LinkedIn ou justement, Instagram. il nous reste quelques secondes. Moi, ça m'intéresse que autant Instagram, ça paraît assez évident. LinkedIn, pour moi, c'est le réseau social du monde professionnel. On y parle de stratégie, de finance, de marketing, mais d'artisanat d'art, j'ai du mal à l'imaginer. C'est vraiment un vecteur de communication aujourd'hui pour l'artisanat d'art? Eh bien, oui. Moi, je l'ai découvert comme vous. J'aurais pu se penser à Instagram, mais je pense à un de nos lauréats qui
qui est gaufreur et qui travaille beaucoup pour les maisons de luxe, qui s'appelle Laurent Nog. Vous pourrez regarder. D'accord. Il a un compte LinkedIn où il est très présent sur LinkedIn, où je pense à aussi une association qu'on a soutenue qui s'appelle Make Ici, qui est très présente. Alors là, c'est un peu plus pour du lobbying aussi, mais oui. Ça marche aussi sur LinkedIn. Oui. Merci beaucoup Edwige Grenier d'être venue nous détailler du coup cette formation. Elle a un nom d'ailleurs cette formation ou Non. Non, elle a donc une formation. Oui, voilà, c'est une bonne idée. Donc cette formation proposée par la Fondation Bettencourt-Schweller et vous êtes vous-même responsable mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schweller. Merci beaucoup. Merci. Merci Sybille Aoudjan également pour l'art à la une tous les vendredis dans Smart Patrimoine, donc journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.